Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, arrivée samedi dernier au Mali, poursuit son séjour. Hier, le président de la République a rencontré dans l'après-midi les membres du Conseil. Juste après cette rencontre, Ibrahim Boubacar Keïta a accordé une audience à la représentante permanente des Nations Unies, des États-Unis d'Amérique aux Nations Unies. Samantha Power est venue saluer le chef de l'État pour les progrès réalisés en matière de stabilisation et de sécurisation du pays. Nous l'écoutons au micro de Bourama Traoré. Well, I'm here in two capacities. First, as a member of the UN Security Council, coming. D'abord, je suis là en deux capacités. Premièrement, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Et deuxièmement, pour voir le progrès du Mali et des leaders maliens après la crise que le Mali a traversée. Je suis aussi là en tant que membre du cabinet du président Obama. C'est la première fois qu'un membre du cabinet du président Obama arrive ici au Mali. Et c'est vraiment pour exprimer le désir ferme du président de renforcer la coopération avec le gouvernement malien et vraiment pour démontrer son engagement envers le Mali. Comme le président Keïta a si bien dit, c'est de voir le progrès qu'on a fait depuis l'année dernière. Si on regarde l'année dernière, à un moment où les 2/3 du territoire malien étaient occupés par les terroristes, où il y avait autant de peur et de violence, on voit vraiment qu'il y a un énorme progrès. Donc nous sommes là pour vraiment féliciter le président malien de ce nouveau début, de cette victoire pour le Mali et aussi pour réaffirmer notre support et notre coopération avec le gouvernement. Et la représentante permanente des États-Unis aux Nations Unies, Samantha Power, a fait une déclaration devant la presse malienne. C'était cet après-midi à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Dans sa déclaration, elle a évoqué la destruction du patrimoine culturel, le rôle de la société civile et des médias, entre autres. Pour Samantha Power, le Mali dispose de plusieurs atouts pour reconstruire un État fort. Nous l'écoutons au micro de Fatoumata Kone. Aujourd'hui, il y a un nouvel espoir, de nouveaux signaux de la démocratie en marche, un nouveau président qui a été élu avec le taux de participation le plus élevé de l'histoire du Mali. Malgré tout, le pays a beaucoup perdu. Une partie inestimable de votre ancien héritage a été détruite. La violence qui a divisé votre pays a entraîné la perte de beaucoup de vies humaines et a laissé des cicatrices multiples qui n'ont pas eu le temps de guérir. Des milliers de familles déplacées sont toujours incapables de rentrer chez eux. Cependant, le Mali dispose de beaucoup d'atouts pour se reconstruire, y compris sa tradition de tolérance, de respect mutuel et d'amour pour la paix. Avant tout, votre pays a une population qui prend soin les uns des autres. Nous savons tous que l'année dernière, Ansar Dine a essayé de profaner des lieux saints avec des pics et pioches et de brûler des manuscrits irremplaçables conservés dans des bibliothèques à Tombouctou. Nous savons aussi que vous, le peuple du Mali, avez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour les en empêcher. Et que, suite à vos actions, la plupart de ce patrimoine précieux a été préservé. Nous avons appris beaucoup d'histoires lors de notre séjour ici, disant que près de 300 000 manuscrits ont été sortis de Tombouctou par des braves Maliens au moment où culminait la terreur. Nous sommes conscients aussi du fait qu'ils sont nombreux, les Maliens qui ont ouvert leurs maisons à leurs concitoyens qui ont fui les violences au nord. Contrairement à plusieurs endroits qui ont subi des conflits, la plupart des déplacés au Mali ne sont pas dans des camps, mais plutôt au bon soin de la grande communauté. Il y a un esprit de générosité, d'humanité ici, qui est un patrimoine national vital. Je vous le disais tantôt, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont eu hier, dans l'après-midi, une rencontre avec le président de la République, Ibrahim
Elle se dit impressionnée et rassurée de la détermination du chef de l'État à trouver une solution politique à la crise du Nord, un processus que le Conseil entend accompagner. Bourama Traoré. C'est loin des regards de la presse que s'est déroulée cette rencontre entre le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. Au menu des échanges, les problèmes humanitaires et sécuritaires, la reprise du dialogue politique. À l'issue de cette rencontre de plus de 3 heures, la délégation onusienne s'est dit rassurée. Je dois avouer que nous avons tous été très impressionnés par le président de la République du Mali. Je sortais, ma collègue américaine m'a dit « He's impressive ». Et c'est vrai qu'il est très impressionnant. Nous sommes venus au Mali, vous le savez, pour dire que nous soutenons le Mali, la communauté internationale le soutient. Le Mali a effectué une première étape très impressionnante avec les élections. Le Mali a un pouvoir constitutionnel et légitime. Maintenant, la seconde étape, c'est-à-dire la réconciliation nationale. Gérard Araud de réaffirmer la volonté du Conseil de sécurité de l'ONU d'appuyer la mise en place d'un dialogue national inclusif, car, dit-il, une solution durable à la crise du Nord ne peut qu'être malienne, décidée par les Maliens. C'est au Mali de le décider, ce n'est pas à nous de le décider. Nous sommes ici pour écouter, nous sommes ici pour poser des questions et pour dire que les Nations Unies, nous serons prêts à soutenir ce processus. Nous avons été pleinement rassurés sur le fait que le président de la République du Mali veut un dialogue totalement inclusif avec tous les Maliens. Et lorsque je dis tous les Maliens, c'est pas seulement les groupes armés, c'est aussi les citoyens. Il faut donc renouer, c'était une belle image du président malien, il faut renouer le fil malien, il faut recréer la communauté malienne et c'est un travail de longue échéance. Mais je crois qu'en sortant de cet entretien, nous avons confiance que le président peut y parvenir. Le président nous a bien dit qu'il était dans une logique de dialogue et absolument pas de confrontation. Il veut trouver une solution politique. Tout d'abord, très clairement, il veut tirer les leçons des échecs précédents. Vous savez qu'il y a eu des accords et il veut une paix, finalement, le dit-il, pour toujours. Il ne veut pas qu'il y ait des crises récurrentes. Il veut donc trouver une solution, travailler en profondeur. Il nous a affirmé qu'il fallait aller plus loin que les accords de Ouagadougou sur la base des acquis des accords de Ouagadougou, mais qu'il n'était qu'un accord préliminaire. Donc, un processus qui soit un processus fondé sur une feuille de route de négociation. Quant au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, il a salué le Conseil de sécurité de l'ONU pour sa solidarité et son assistance au Mali. Toutes choses qui ont permis à notre pays de recouvrer son intégrité et de signer son grand retour sur la scène internationale. Le chef de l'État a également assuré la délégation onusienne de sa détermination à recoudre le tissu social et à réconcilier tous les Maliens. Sur ces questions, le Mali et le Conseil de sécurité de l'ONU ont une identité de vue. Absolument. Par exemple, le Mali soutient qu'il faut aller vite pour ces dialogues, ce qu'eux aussi préconisent. L'autre question, c'est le caractère inclusif du dialogue. Ils sont tout à fait d'accord avec nous qu'il faudrait que le dialogue soit inclusif. Il se déroule avec les groupes armés, mais aussi avec la société civile, les communautés du Nord, les victimes. Et sur ce point, je crois qu'il y a une parfaite entente et c'était l'une aussi de leurs recommandations par rapport à leur visite à Mopti parce qu'ils ont rencontré les victimes, des délégations venant de Gao, des délégations venant de Tombouctou et tout le monde est unanime que l'inclusivité de ces dialogues est l'une des clés de son succès. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU effectuent cette visite au Mali 7 mois après le déploiement de la MINUSMA. Selon un rapport de l'ONU, les effectifs de la MINUSMA s'élevaient fin 2013 à 5 539 soldats sur les 11 200 autorisés par le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre entouré des membres du gouvernement qui a reçu la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une séance de travail. Le représentant du Tchad dans cette délégation nous fait ici le point de discussion au micro de Aoué Touré. Le Premier ministre nous a entretenu, comme le président de la République l'a fait hier, des grandes lignes de la situation politique au Mali. Le Conseil s'est rendu sur le terrain ici au Mali, c'est que on a comme impression depuis New York là-bas que le dialogue est bloqué et le Conseil est très soucieux de voir les choses aller dans le sens d'abord des accords de Ouagadougou qui ont permis au processus de se mettre en place et donc arriver aux élections
et mettre en place les nouvelles institutions de la République, notamment le président de la République, le nouveau gouvernement et l'Assemblée nationale. Dans cet élan, il y a eu également l'accord, du moins les rencontres d'Alger, qui ont permis de prendre également en compte de nouvelles dimensions de la question du Mali. Et nous sommes très soucieux de voir les choses aller dans le sens d'un dialogue inclusif, intégrant pratiquement toutes les grandes composantes de la société malienne, avec tous les problèmes que le Mali a rencontrés. Et mon pays, le Tchad, est très soucieux également de voir, à travers sa participation sur le terrain ici, les problèmes du Mali résolus. C'est un pays frère en qui nous avons vraiment foi et que nous voudrions également que ces problèmes soient résolus parce que nous sommes passés par là. Nous avons connu les affres de la guerre et ses conséquences. Les membres du gouvernement qui ont fait le déplacement avec nous également ont été d'un très grand apport dans les discussions que nous avons eues avec les organisations de la société civile sur le terrain. Et ensuite, la rencontre avec le chef de l'État a confirmé qu'effectivement, il y a un engouement à aller vers un dialogue inclusif. Et le Premier ministre a promis nous remettre un document qui devrait définir en quelque sorte la feuille de route qui doit pouvoir mener à ce dialogue. Et journée bien remplie pour les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui étaient cet après-midi à l'Assemblée nationale. Sur place, ils ont eu des échanges avec les députés autour des préoccupations de l'heure, notamment la réconciliation nationale, la situation à Kidal et les pourparlers avec les groupes armés. Concernant la situation à Kidal particulièrement, les diplomates onusiens estiment qu'il revient aux autorités maliennes de rétablir l'autorité de l'État sur cette partie du pays. Bourama Traoré. Quand les fils d'un même pays se retrouvent, ils ne peuvent ne pas se comprendre. Le dialogue pour trouver une solution définitive à la crise du Nord, c'est ce qui ressort de la rencontre entre les diplomates onusiens et les députés. Le Parlement entend jouer toute sa partition dans le processus de la réconciliation nationale. Nous réaffirmons notre attachement à la réconciliation des cœurs et des esprits, de même qu'à la consolidation d'une nation où, comme le disait Nelson Mandela, tous vivraient dans la paix et avec des chances égales. Nous vous demandons aussi de nous aider à la mobilisation des fonds annoncés à la conférence de Bruxelles, fonds qui contribueront, j'en suis sûr, à la relance de l'économie de notre pays. Le président de l'institution apprécie également l'intervention décisive et sanitaire de la communauté internationale. Intervention qui a permis la mise en place de l'aménagement pour traquer les forces du mal. Pour permettre un plein exercice d'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, l'Assemblée nationale entend beaucoup du Conseil de sécurité de l'ONU. La représentation nationale du Mali souhaite plus d'efforts et d'engagement des Nations Unies pour le rétablissement total de l'autorité de l'État dans tout le Mali et particulièrement à Kidal. Je voudrais, Monsieur le Président, donc vous rassurer au nom de mes collègues députés que l'Assemblée nationale du Mali jouera pleinement le rôle qui est le sien dans le jeu démocratique, dans la stabilisation. Au cours de cette rencontre, les élus de la nation ont partagé avec les diplomates onusiens certaines de leurs préoccupations. Il s'agit en l'occurrence du retour effectif de l'administration au nord, condition sine qua non pour faciliter et accélérer le processus du retour des déplacés. Une autre préoccupation des députés, la non-clarification de la situation à Kidal. Sur ce point précis, le chef de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a été on ne peut plus clair. Kidal, c'est aux Maliens de parvenir à la réunification du Mali. Alors vous avez le choix, et c'est un choix malien, c'est à vous, le Parlement, c'est à vous, les autorités maliennes, vous êtes un pouvoir légitime, vous êtes un pouvoir constitutionnel, donc nous comptons sur vous pour parvenir à une réunification pacifique, démocratique du pays. En tout état de cause, le Conseil de sécurité de l'ONU réitère son soutien aux autorités maliennes dans le cadre de la consolidation de l'unité nationale et de la préservation de l'intégrité territoriale. Hier soir, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a offert un dîner à la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était au Parc national de Bamako. Rappelons que la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est présente à Bamako ou au Mali dans le cadre du soutien et à la stabilisation du pays. Le dîner a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement et des représentants des organisations internationales accréditées au Mali. C'est donc hier soir au Parc national, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui a donc offert un dîner à la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en mission au Mali.
Voilà les images donc de ce dîner. La 9e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel s'est ouverte ce matin. La session portait sur le thème de l'employabilité des jeunes dans le contexte de la relance de l'économie nationale post-crise. Le reportage de Ibrahim Atiokari. Le Conseil économique, social et culturel commence sa première session de l'année 2014 par une réflexion sur un problème crucial. Il s'agit de l'emploi des jeunes. Le chômage a toujours été une préoccupation nationale. Il s'est aggravé par la crise mondiale et la double crise institutionnelle et sécuritaire qu'a connue notre pays, d'où le choix du thème de l'employabilité des jeunes dans le contexte de la relance de l'économie nationale post-crise pour cette 9e session du Conseil économique, social et culturel. Sur la question, le Conseil a son expérience. L'enjeu, c'est l'avenir d'une génération, celle qui est touchée par le chômage depuis des années et que la crise a encore placée dans une situation de doute, voire même de désespérance. Le Conseil économique, social et culturel fait de la question de l'emploi des jeunes un thème central et prioritaire de ses interventions. Cette valorisation des ressources humaines ne peut pas se faire sans formation de qualité. C'est pourquoi, en plus de l'emploi, l'école figure au centre des préoccupations des conseillers nationaux. L'école est en panne. La qualité de la formation laisse à désirer. L'on assiste donc sur le marché de l'emploi à une inadéquation, à un manque crucial entre la formation et l'emploi. Le Mali dispose d'un potentiel énorme. Les opportunités offertes aux jeunes sont nombreuses et variées. Il s'agit des nouveaux métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie, de l'artisanat, du tourisme et des mines, entre autres, et qui sont fermement explorés et qui constituent des leviers sûrs pour impulser le développement. Pendant 15 jours, les conseils nationaux vont plancher sur, entre autres thèmes, l'employabilité des jeunes dans le contexte de la relance de l'économie nationale post-crise, la prévention et la répression de l'enrichissement illicite et la politique culturelle du Mali. À la fin de cette session, les conseillers nationaux procéderont au renouvellement partiel du bureau du Conseil. Le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales a décidé de lever son mot d'ordre de grève prévu les 4 et 5 février. Selon son secrétaire général, dans la déclaration que nous allons suivre tout de suite, les négociations avec le gouvernement ont abouti à des accords sur les points de revendication. Nous l'écoutons. À l'issue des travaux, les deux parties ont convenu de ce qui suit. 1. La finalisation du processus d'intégration dans les fonctions publiques de l'État et des collectivités. 2. La signature immédiate des arrêtés de titularisation des enseignants fonctionnaires des collectivités CT6 et CT7 et la tenue de la session de hiérarchisation des CT9. 3. L'avancement de tous les enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. 4. Le paiement immédiat de tous les rappels, hiérarchisation, avancement et intégration. 5. L'application correcte de la lettre circulaire numéro 01627, ministère de l'Éducation, secrétariat général, en date du 19 mai 2011, relative à la procédure de traitement des salaires des enseignants de collectivités territoriales, dont les salaires font l'objet de transferts à partir du budget d'État. 6. L'attribution des numéros matricules nationaux à tous les enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. 7. La création d'un fichier fiable pour les enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. 8. La validation de la relecture de la loi portant statut de la fonction publique des collectivités. 9. L'avancement et la hiérarchisation des éducateurs du préscolaire. Au regard des avancées constatées, le bureau exécutif du syndicat national des enseignants fonctionnaires de collectivités SNEFCT décide de suspendre son mot d'ordre de grève prévu pour les 4 et 5 février 2014. Le bureau exécutif national du syndicat remercie ses militants pour leur mobilisation et leur engagement et en les invitant à reprendre le travail demain mardi 4 février à partir de 7h30.
ICRISAT a organisé une rencontre à Bamako. Il s'agissait pour l'Institut de faire le bilan de ses activités et planifier les actions futures afin de promouvoir la productivité agricole en Afrique. À travers son projet Africa Rising, l'Institut intervient dans 10 villages dans le domaine de la culture et de l'élevage. Un projet financé par l'USAID. Reportage de Agali Aguissa. La diversification et la pérennisation des pratiques agricoles fiables sont des éléments incontournables dans la lutte contre l'insécurité alimentaire en Afrique. C'est dans ce cadre que l'Institut international de recherche pour les tropiques semi-arides, ICRISAT, a lancé son programme de recherche Africa Rising en 2011. Ce projet utilise des approches participatives de recherche et de vulgarisation pour identifier les contraintes et planifier les interventions appropriées. La rencontre de Bamako devra jeter un regard rétrospectif sur les réalisations du projet et baliser les actions futures pour booster la productivité agricole. Le projet, donc, c'est intégrer un ensemble d'activités au niveau système agricole dans le sud du Mali ces intégrations de systèmes a permis d'améliorer la productivité au niveau d'un certain nombre de paysans et qui a aussi permis de former des plateformes d'associations des paysans. Le projet financé par l'USAID s'étale sur une durée de 5 ans. Le bailleur en mesure les enjeux dans l'amélioration du rendement agricole. Le projet devient de plus en plus complet, mais aussi complexe progressivement. Et ça nécessite de financement additionnel. Donc, il dit qu'ils envisagent d'augmenter le financement à partir des États-Unis, à partir de Washington, mais aussi le financement à partir de USAID, le mission ici à Bamako. Le projet couvre 10 localités dans la région de Sikasso au Mali pour un investissement d'environ 315 millions de francs CFA par an. Il intervient également dans plusieurs autres pays africains. L'aménagement des périmètres irrigués de Farabana en zone OHVN est en projet pour l'étude de faisabilité. Une équipe égyptienne s'est rendue ce matin sur les lieux, une mission qui concrétise la bonne coopération entre le Mali et l'Égypte dans le domaine de l'agriculture. Nando Gameli. D'une superficie de plus de 600 hectares, le périmètre irrigué de Farabana représente un grand potentiel agricole pour notre pays. Nous avons l'intention, avec la collaboration Mali-Égypte, de mettre en place une ferme modèle, une ferme à travers laquelle les Maliens pourront se mirer, pourront s'inspirer, pourront avoir des résultats également pour développer l'agriculture dans leur secteur. La mise en œuvre de ce vaste projet nécessite la bagatelle d'1,5 milliard de francs CFA et des compétences avérées. Si le financement est acquis par les soins de la Banque africaine de développement BAD, la partie égyptienne met ses compétences à la disposition de notre pays à travers un échange de technologies. Dans un premier temps, c'est pour renforcer la coopération entre l'Égypte et le Mali, et surtout dans le domaine de l'agriculture. Le but final, c'est une sorte de transfert de technologie et la connaissance de l'expérience égyptienne à la partie malienne. En se référant sur des agriculteurs maliens qui viendront apprendre. Et surtout, d'essayer de créer un centre de référence en matière de semences. L'équipe égyptienne a procédé à des prélèvements d'échantillons sur le terrain pour analyse. Rappelons que la signature de la convention pour la mise en œuvre du projet aura lieu mardi entre la partie égyptienne et le ministère du Développement rural. Ce communiqué du système d'alerte précoce sur la situation alimentaire est relativement satisfaisant au Mali cette année, malgré quelques poches d'insécurité alimentaire. C'est le constat fait par le système d'alerte précoce au terme de son évaluation provisoire de la campagne agricole 2012-2013. La campagne agricole 2013-2014 dégage un excédent de 666 800 tonnes. L'approvisionnement des marchés en denrées alimentaires diverses est satisfaisant.
Les prix des céréales sèches sont globalement soit inférieurs, soit au même niveau que ceux de la campagne dernière, bien que celle-ci ait été meilleure. Cela tient à l'existence du stock report de la campagne passée. Les personnes vulnérables donc en situation de crise alimentaire auront besoin d'une assistance alimentaire gratuite de 26 254 tonnes de céréales au cours de l'année 2014. Le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour couvrir les besoins d'assistance alimentaire à partir du stock national de sécurité en cours de reconstitution à hauteur de 31 000 tonnes de mil sorgho. Donc en 2014, comme les années précédentes, le gouvernement du Mali, le système des Nations Unies et les ONG unissent leurs efforts pour améliorer la sécurité alimentaire des populations vulnérables. À Kidal, plus de 334 tonnes de céréales ont été distribuées aux familles en situation difficile. Plus de 27 000 personnes sont concernées par cette opération de l'ONG Association pour l'appui au développement global. Le reportage est de Timoko Sagara. Cette remise symbolique à Nata Walet Mohamed et à Ibrahim Lalla Agbilal marque le lancement officiel du programme d'urgence 2014 du PAM dans la région de Kidal. Il est exécuté par l'ONG ADG et concerne 8 communes de la 8e région. Dans chaque quartier, dans chaque commune, nous avons mis des commissions en place. Ce sont ces commissions-là qui sont chargées, à travers des critères donnés par le PAM, de communiquer les bénéficiaires qui doivent bénéficier de cela. Au total, près de 334 tonnes de riz, de niébé, du sel, de l'huile et du super céréales CSB seront distribués à 27 300 personnes vulnérables, enfants malnutris et femmes enceintes dans la région de Kidal. Vraiment, je lance un appel à ces deux ONG de jouer davantage et de faire leur maximum pour ces pauvres qui sont là. D'autres n'ont même pas de quoi se subvenir grâce à ces ONG-là, ces populations. L'ONG ADG, Association pour l'appui au développement global, est présente à Kidal depuis 2 ans. Elle aide les personnes les plus vulnérables, les enfants malnutris et les femmes enceintes. L'inauguration du village d'enfants SOS de la commune rurale de Kouloun, c'est situé à 5 km de Caille, un Vésos financé à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA grâce aux donateurs des SOS Village d'Enfants France. C'est le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui a présidé la cérémonie. De Caille, la correspondance de Kansuto Kanouté. Le rêve des populations de la commune rurale de Koulou est devenu une réalité ce dimanche 2 février 2014. C'est dans une ambiance festive que son village d'enfants SOS a été inauguré. Composé d'un pôle administratif, de 15 maisons familiales, d'un jardin d'enfants, d'une maison des hôtes et d'un logement d'astreinte, ce programme du village SOS de Koulou a coûté plus d'1,5 milliard de francs CFA. L'association malienne des villages d'enfants SOS a mené beaucoup d'actions dans la prise en charge des enfants en situation difficile depuis sa création. Elle prend aujourd'hui en charge 6 883 enfants et jeunes dans ses structures d'accueil et de programme. Au jour d'aujourd'hui, ce sont 128 jeunes qui sont déjà sortis de son programme, dont 20 sont chefs de famille et 26 filles mariées. Nous avons tendu la main à ces enfants, fragiles par nature, de surcroît marginalisés. Et grâce à vos bénédictions, vos soutiens, certains aujourd'hui sont devenus des adultes. Sans renier leur passé, ils veulent intégrer la communauté comme citoyens avec les droits et devoirs, car nous les préparons à cela dès leur admission. L'action de l'association SOS Village d'enfants du Mali s'inscrit en droite ligne de la vision de la politique nationale pour la promotion et la protection de l'enfant, à savoir une société démocratique qui garantit l'épanouissement de l'enfant grâce à la jouissance et au plein exercice de ses droits et devoirs par une responsabilisation soutenue des parents. Après avoir coupé le ruban symbolique, Mme Sangaré Oumouba a visité les nouveaux locaux du village d'enfants SOS de Koulou en compagnie d'une forte délégation.
Culture en 4e région, les festivités du festival Solo Niger débutent ce mercredi 5 février dans la capitale des Balanzons. À Ségou, l'heure est au dernier réglage pour une bonne organisation de l'événement. C'est donc dans ce cadre que le gouverneur Tiamo Boubacar Sissi a rencontré ce lundi les cadres de la société civile de Ségou. Compte rendu de la rencontre avec Douboufana Traoré. Mettre l'ensemble des cadres de la société civile et de la presse au même niveau d'information afin d'avoir l'adhésion totale de tous autour de la 10e édition du Festival sur le Niger, tel était le but de cette rencontre. Je voudrais que dès maintenant, que ce festival-là, que tout le monde se voit intéressé, impliqué, comme si c'était son affaire à lui. Nous voulons aussi que nous soyons de plus en plus intéressés par cette sécurisation de notre région. Et le festival est un moyen pour nous, un outil qui nous permet non seulement de réconcilier les fils de ce pays, de montrer aussi que la partie occupée, qui était occupée de la région, faire la fête avec cette partie. Cette 10e édition du Festival sur le Niger aura un impact certain sur l'économie locale de Ségou, un impact sur la réconciliation nationale de notre pays. C'est pour tout cela que la capitale des Balazans saura gagner le pari de l'organisation. Nous allons nous impliquer avec la population pour que le Djatigia soit encore plus vivant à Ségou qu'ailleurs pendant la semaine de ce festival. En tout cas, toutes les énergies seront mobilisées pour une pleine réussite du festival sur le Niger. Cette année est une édition très spéciale. Très spéciale parce que d'abord le festival a 10 ans, mais spéciale parce que l'occasion sera saisie pour engager des réflexions très profondes sur la renaissance du Nouveau Mali. Cadres et responsables politico-administratifs et professionnels ont salué cette initiative du gouverneur de Ségou. Cependant, des préoccupations ont été soulevées ça et là, au nombre desquelles le respect des us et coutumes de la capitale de Balazan, l'assainissement de la ville, la propagation du sida, en somme, la sauvegarde de la morale et de la sécurité des festivaliers. Restons dans le même registre. Un concert pour les réfugiés de Sanyogo a été organisé à quelques kilomètres de Zinaré. C'est au Burkina Faso. Une activité qui s'est invitée dans la caravane de la paix et de la réconciliation organisée par le festival sur le Niger. On va expliquer au Burkina Faso, Moïse Traoré à Touré. La caravane de la paix et de la réconciliation fait escale à Zignaré, village natal du président Blaise Compaoré. Le camp de réfugiés de Sanyogo est à une vingtaine de kilomètres. Non loin de là est bâti le village opéra Opendorf. Le Mali a besoin de ça aujourd'hui. Donc toutes les actions dans ce sens sont à saluer et à encourager. Et on a un sentiment que nos compatriotes veulent retourner au pays. Et actuellement, on est en train de travailler dans ce sens. Comme d'habitude, les artistes ou groupes d'artistes de la caravane de la paix ont proposé de remarquables prestations scéniques tout en appelant à la paix et au retour au Mali. Nous avons vu cette caravane du Sahel, caravane qui a montré la diversité culturelle du Mali. Et je crois que la diversité culturelle doit être une richesse pour nous et non pas une source de danger. Le plateau du festival au désert offre des sonorités du Mandé, du plateau d'Ogon, mais aussi du Sahel et du Maroc. Le troisième album sur 4 de Sana Bob est intitulé Mon pays. Adepte du reggae, le Burkinabé s'inspire du Wed Bidé, rythme musical du terroir moré, pour tantôt surfer sur du jazz, tantôt sur du blues. Voilà, ce concert, c'était plutôt dans le cadre du festival au désert, qui est donc différent du festival sur le Niger, qui s'ouvre ce mercredi à Ségou.
Santé à présent, le Mali célèbre demain 4 février la journée mondiale de lutte contre le cancer. Dissiper les mythes, les préjugés et les idées fausses sur le cancer, c'est le thème de cette année. À cette occasion, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a livré un message dont voici un extrait, propos recueillis par Isaac Thiemou. Au Mali, les données du registre du cancer de 2010 montrent que les femmes sont les plus touchées avec 51% des cas. Le taux de mortalité de la maladie, tout cancer confondu, est de 34,6% chez les femmes et 37,9% chez les hommes. Ces données montrent à suffisance l'ampleur du problème et justifient l'adoption par le gouvernement d'une politique nationale de prévention et de lutte contre le cancer en novembre 2009. Les actions réalisées dans le cadre de cette politique sont entre autres l'achat de médicaments anticancéreux d'une valeur environ 285 millions de francs CFA par an pour la prise en charge des malades, la construction et l'équipement d'un centre de radiothérapie à l'hôpital du Mali, l'introduction du dépistage du cancer du col de l'utérus dans les paquets minimums d'activité dans certains centres de santé de référence. Cette journée m'offre l'occasion de saluer les efforts consentis par divers professionnels de la santé, les partenaires techniques et financiers, les associations et ONG nationales de lutte contre le cancer. Je lance un appel à tous pour que chacun de nous se donne une chance de se mettre à l'abri de cette terrible maladie en évitant les facteurs de risque comme le tabagisme, l'alcoolisme, la sédentarité, le déséquilibre alimentaire et s'il en était besoin, que chacun s'offre une autre chance de guérir du cancer grâce à un dépistage précoce et un traitement adéquat. La communauté mondiale célèbre donc demain la journée mondiale de lutte contre le cancer. Cette maladie qui a fait près de 13% de la mortalité mondiale en 2008, soit plus de 7,5 millions de morts selon l'OMS. Au Mali, les spécialistes de la maladie échangeront avec leurs collègues d'autres pays à travers une vidéoconférence. Ce sera demain à l'hôtel Radisson autour du thème Enjeux de la lutte contre le cancer au Mali. L'activité du groupe d'entreprises CIRA et l'association Oncomali qui lutte contre le cancer. Tessera Dambélé nous en parle dans Focus Santé. L'association Oncomali est le fruit de la coopération médicale contre le cancer au Mali et en Afrique. Depuis sa création début 2009, elle s'investit pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec un cancer au Mali et pour améliorer les conditions de travail du service d'hémato-oncologie du CHU du Point G. En essayant d'équiper par de petits matériels qui sont essentiels à la réalisation de la chimiothérapie pour améliorer le plateau technique. Et deuxièmement, il y a une activité de formation qui est vraiment essentielle dans nos objectifs. Et donc au Mali, dans ce cadre, nous avons eu la chance d'être épaulés par une de nos membres qui, après sa retraite, est venue former pendant 1 an des infirmiers et des infirmières maliens dans les services d'hémato-oncologie pour la réalisation de la chimiothérapie. Nous avons formé actuellement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sur 2 ans, 75 médecins généralistes dans le district de Bamako. Formation des médecins généralistes au lieu d'une campagne de sensibilisation. 4 ans après, la démarche commence à porter ses fruits. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a un cancer de la femme qu'on appelle le choriocarcinome. Malheureusement, qui est un cancer qui survient à la suite d'un avortement, d'une grossesse normale qui se transforme en grossesse pathologique, un cancer qui met en jeu la vie de la femme. Donc nous, lors de ces formations, nous avons insisté sur ce cancer parce que le thème phare de notre formation, de notre première formation chez ces médecins, c'était le cancer de la femme. Et on sait que ces cancers, ils guérissent dans 90% des cas avec la chimiothérapie. Et tous les médicaments sont disponibles au Mali. Donc nous avons mis l'accent sur ça et actuellement, dès que les médecins suspectent ce cancer chez une femme, après la grossesse, ils nous envoient. Et c'est une priorité absolue pour nous, une urgence médicale dans notre terme, pour que ces femmes n'échappent pas au système, pour qu'ils aillent vers la guérison. L'ensemble des centres hospitaliers du Mali contribuent dans la prise en charge de la maladie. Chirurgie, chimiothérapie, hormonothérapie, thérapie ciblée et presque tous les types de traitements du cancer sont accessibles au Mali grâce à une conjugaison des efforts des différents acteurs.
il y a ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire un staff où il y a l'ensemble des intervenants du cancer au Mali qui interviennent, à savoir les premiers services de l'anatomopathologie qui ont la clé du diagnostic. Ensuite, il y a les chirurgiens, il y a les chimiothérapeutes dont moi je fais partie, il y a les radiothérapeutes, et d'autres traitements médicaux tels que l'hormonothérapie et l'immunothérapie. Ça, c'est nous, ce qu'on appelle les oncologues médicaux. Donc, au cours de ces staffs, on fait passer le dossier des patients et même parfois même les patients pour dégager ce qu'on appelle la stratégie thérapeutique. Donc, et il y a la chirurgie qui a une place importante en fonction du type de cancer. Au Mali, le cancer n'est pas une maladie rare. Le type le plus répandu est celui du col de l'utérus. Par ailleurs, presque 300 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année en service d'hémato-oncologie du point G. Ici, on s'est rendu compte que la plupart des cancers arrivent quelque peu en retard. Si nous certifions en termes médicaux une maladie stade 1, cancer, stade 2, stade 3, stade 4, malheureusement, actuellement, 80% des patients sont reçus en stade 3, stade 4. C'est des pathologies avancées. Et cette étude nous a démontré que les patients maliens font confiance au système de santé. L'un des objectifs de l'association Oncomali est de former tous les médecins généralistes du Mali pour les rendre plus efficaces dans le diagnostic et la référence des cas de cancer. En attendant, le pays prépare l'ouverture d'un centre de radiothérapie à Bamako. Ce service viendra s'ajouter à la subvention que l'État accorde à la chimiothérapie pour que plus de patients aient accès au traitement. Football, championnat national de Ligue 1. Hier, 2 matchs étaient au programme au stade Mamadou Konaté. Les 11 créateurs de Nyarila ont pris le dessus sur le CSK 1-0. Le CS Dougoulou-Fila, en déplacement, a tenu en échec l'USFAS 2 buts partout. C'est Ragatou Sissé pour le compte-rendu des 2 matchs. En foulant la pelouse synthétique du stade Mamadou Konaté, l'USFAS 10e 8 points et le CS Dougoulou-Fila 5e 11 points, ici en blanc, ont obligation de victoire dans l'optique de se rapprocher du quatuor de tête. Ça va très vite. Dès la 2e minute, Bourama Sidibé du CS Dougoulou-Fila envoie un tir canon de 25 mètres pour l'ouverture du score. 1-0 à la mi-temps. Dans le second acte de jeu, les USFASiens se sont bien approvisionnés. 50e minute, Boubacar Dambélé égalise à 1-1. Le CS Dougoulou-Fila reprend l'avantage à la 55e minute par Bourama Sidibé, après une erreur monumentale du gardien de l'USFAS. Au moment où l'USFAS était donnée agonisante, Amadou Diallo établit la parité 2-2 à 5 minutes de la fin. Le joueur du CS Dougoulou-Fila, Abdrahman Diarra, est expulsé à la 87e minute pour anti-jeu. L'USFAS, tout comme le CS Dougoulou-Fila, réalise ainsi une mauvaise affaire. En deuxième heure, malgré les prières des boys du CSK ici en bleu, il tombe devant la solide et sympathique équipe des 11 créateurs de Nyarila 1-0. Le but est marqué par le défenseur Lassana Samake à la suite d'un coup franc bien décomposé. Ce succès arrive au bon moment. Les 11 créateurs de Nyarila quittent provisoirement la 12e place 7 points à la 8e place avec 10 points. Le CSK 13e 4 points pourrait se mordre les doigts en cas de victoire de ses poursuivants. Et le 8 FC Dagelhawk 14e 3 points. Dépôt Club de Mopti 15e 1 point moins 6 et Office Ninja Sport de Ségou 16e 1 point moins 8. Voilà, donc c'est ce compte-rendu de match qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout à l'heure, le journal d'information avec Kadidia Toukouné. Demain, 10h-13h, Amara Mali Diallo. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, dans les éditions du soir. Merci et bonne suite au programme sur l'ORTM.